Ma témoin a couché avec mon fiancé la veille de notre mariage. J'ai tout nié, j'ai souri, j'ai porté la robe blanche jusqu'à l'autel. Et au moment de dire oui, devant nos 250 invités, mon secret n'a pas seulement été révélé. Il a explosé. Ce que j'ai fait ce jour-là a non seulement annulé un mariage, mais a détruit deux des familles les plus respectées du sud de la France. Et je ne regrette rien. Si vous êtes prêt à entendre une histoire de trahison, de vengeance froide et de reconstruction, alors installez-vous confortablement. Avant de plonger dans les détails de ce jour qui a changé ma vie à jamais, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Je suis curieuse de savoir jusqu'où mon histoire voyage, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je m'appelle Éléonore Lambert et j'ai 32 ans. Ma vie, jusqu'à un certain 20 juillet 2024, était une structure parfaitement conçue, un chef-d'œuvre d'ingénierie existentielle. En tant qu'architecte système à Aix-en-Provence, mon métier consiste à prendre le chaos des grands projets de construction et à le transformer en une symphonie de processus logiques et optimisés. J'aime l'ordre. J'aime la prévisibilité. J'aime les plans qui se déroulent sans le moindre accroc, où chaque variable est contrôlée. Ma vie personnelle était le reflet exact de ma vie professionnelle, une construction méticuleuse, solide, dont chaque élément avait été choisi avec soin pour garantir la stabilité à long terme. Je me souviens encore de la fierté que j'ai ressentie en finalisant le système de logistique pour le complexe Azur Héritage, un projet pharaonique sur la côte. J'avais transformé un cauchemar de délai et de budget en un modèle d'efficacité. Cette même fierté, je la ressentais en regardant ma propre vie. La clé de voûte de cet édifice était mon mariage imminent avec Augustin Renault. Notre union était bien plus qu'une simple histoire d'amour, c'était un événement stratégique, ce que la presse locale qualifiait avec emphase des « alliances royales » du BTP en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ma famille, Lambert Construction, est un pilier de la région depuis 3 générations, réputée pour sa fiabilité et la qualité de ses chantiers. La famille d'Augustin, Renault Immobilier, est le leader incontesté du développement de résidences de luxe, transformant les plus beaux paysages de notre région en havre de paix pour une clientèle internationale fortunée. Nos deux entreprises étaient déjà des partenaires commerciaux majeurs, nos logos s'affichant côte à côte sur de nombreux chantiers. Notre mariage allait sceller cette alliance, la rendant indestructible, fusionnant nos forces et créant un empire estimé à plusieurs centaines de millions d'euros. J'aimais Augustin, ou du moins, je croyais l'aimer. Il était charmant, ambitieux, et nous partagions la même vision d'un avenir grandiose, une vision où nos noms de famille seraient synonymes de succès et de pouvoir. Et puis, il y avait Adélaïde Giroux. Adélaïde n'était pas seulement ma meilleure amie. Elle était la sœur que je n'avais jamais eue, mon témoin, ma confidente, mon ombre. Nous nous connaissions depuis la maternelle, depuis l'âge des genoux écorchés et des secrets chuchotés derrière la main. Nos souvenirs d'enfance étaient inextricablement liés, comme les racines de 2 vieux oliviers entrelacés sous la terre provençale. Je me souviens encore, comme si c'était hier, de cet après-midi étouffant dans la cour de l'école. J'avais 7 ans, j'étais une enfant timide, et 3 garçons plus âgés m'avaient coincé contre le mur du préau pour me voler mon pain au chocolat. J'étais paralysée par la peur, les larmes me montant aux yeux. C'est Adélaïde, si menue mais avec un courage de lionne, qui avait surgi de nulle part. Elle s'était postée devant moi, les poings sur les hanches, le visage rougi par la colère. « Laissez-la tranquille », avait-elle crié d'une voix si perçante qu'elle semblait trop grande pour son petit corps. Les garçons, surpris, avaient hésité, puis reculé avant de s'enfuir en marmonnant. Ce jour-là, elle était devenue mon héroïne, ma protectrice. Elle était la gardienne de mes secrets, la première personne que j'appelais dans les moments de joie comme dans les moments de peine. Choisir Adélaïde comme témoin était une évidence, une formalité. Elle n'était pas un simple témoin de mon mariage, elle était le témoin de toute ma vie. Les préparatifs du mariage avançaient à grands pas, orchestrés avec la même précision que mes projets professionnels. Nous avions choisi un domaine viticole prestigieux, niché au cœur des Alpilles, un lieu magique où les vignes couraient à flanc de collines sous un soleil généreux. La liste des 250 invités était un mélange de familles, d'amis et de tout le Gotha de l'immobilier et de la construction de la région. Ma robe, une création sur mesure en soie et dentelle de Calais, attendait patiemment dans sa housse, promesse d'un jour parfait. Chaque détail, de la saveur du gâteau,
citron et basilic, aux nuances de rose des pivoines, avaient été analysés, optimisés, planifiés. C'était mon projet le plus important, la construction de mon propre bonheur. J'avais tout planifié, chaque colonne, chaque poutre de mon avenir. Mais j'étais loin de me douter que les fondations mêmes de ma vie étaient déjà fissurées par la trahison la plus abjecte qui soit. Les premiers signes avant-coureurs d'un effondrement sont souvent subtils, presque imperceptibles. Une fissure minuscule dans un mur que l'on met sur le compte de l'humidité, un grincement à peine audible que l'on attribue au vent. On les ignore, on se rassure en se disant que la structure est solide, qu'elle a été conçue pour durer. On se trompe. Et l'on ne réalise la gravité de la situation que lorsqu'il est trop tard, que les murs commencent à trembler. Environ un mois avant la date fatidique, alors que j'étais submergé par les derniers détails du mariage et le pilotage du projet « Ciel d'azur », la première fissure est apparue. Ce projet était mon bébé, un complexe résidentiel de luxe surplombant la Méditerranée, et j'y avais implémenté un système de gestion entièrement numérisé. C'était audacieux, innovant, et incroyablement complexe. Un matin, en arrivant au bureau avant l'aube, c'est la panique. Le serveur principal avait crashé durant la nuit. Un simple crash aurait été gérable, mais c'était pire. Le fichier maître de planification, le cœur névralgique du projet contenant des milliers de lignes de code et de dépendances, était corrompu. Irrécupérable. La sauvegarde de la veille avait échoué à cause d'une erreur de protocole que je n'arrivais pas à expliquer. La perte était catastrophique. Des semaines de travail anéanties, des retards colossaux qui se profilaient à l'horizon, et des pénalités financières qui se chiffraient en centaines de milliers d'euros. J'étais dévasté. Je ressentais le poids de l'échec sur mes épaules, une pression physique qui me coupait le souffle. Je me sentais personnellement responsable. J'ai commencé à travailler 20 heures par jour, dormant à peine, mon bureau devenant un champ de bataille jonché de tasses de café vides et de plans imprimés. Je cherchais désespérément une solution, une faille, une sauvegarde oubliée dans un coin du réseau. Je vivais sur un mélange de caféine, d'adrénaline et de culpabilité. C'est à ce moment-là, dans ma plus grande vulnérabilité, que le poison a commencé à s'infiltrer. Je m'attendais à ce qu'Augustin, mon futur mari, mon partenaire, soit mon roc. Je m'attendais à ce qu'il me prenne dans ses bras, qu'il me dise que nous allions surmonter ça ensemble, que mon travail ne me définissait pas. Sa réaction fut tout autre. Au début, ce n'était que de l'impatience. « Éléonore, il faut que tu te reposes, disait-il, d'un ton qui sonnait plus comme un reproche qu'une marque d'affection. Tu es obsédée par ce projet, on ne peut plus parler d'autre chose. » Puis, les pics sont devenus plus acérés, plus personnels. Un soir, alors que je lui expliquais une piste technique que j'explorais, il a soupiré en regardant son téléphone. « Tu es sûr que tu as bien vérifié toutes les procédures de sauvegarde ? Tu sembles un peu distraite ces derniers temps, avec le mariage et tout le reste. » Il ne m'accusait pas directement, mais chaque mot était une insinuation, une petite goutte d'acide sur ma confiance en moi déjà ébranlée. Il me faisait douter de mes propres compétences, de mon professionnalisme, de ma santé mentale. Adélaïde, ma meilleure amie, ma protectrice, jouait la partition de l'ange gardien avec un talent d'actrice consommée. Elle venait m'apporter à manger au bureau, des salades, Elsie, pour prendre soin de moi. Elle me forçait à prendre des pauses, me massait les épaules en me disant que j'étais trop dure avec moi-même. Mais ces paroles de réconfort étaient étrangement similaires à celles d'Augustin, comme s'ils avaient répété leur texte. « On s'inquiète pour toi, tu sais, me disait-elle avec un regard plein d'une fausse compassion. Tu te mets une pression folle. Peut-être que tu devrais déléguer un peu plus. Tu sais, les hommes comme Augustin ont besoin d'attention. Ils n'aiment pas voir leur femme s'épuiser pour le travail. Ils ont besoin de se sentir utiles, pas de rivaliser avec un ordinateur. » C'était subtil, insidieux. Elle plantait l'idée que mon ambition et mon dévouement professionnel étaient un défaut, une menace pour mon couple. Ensemble, sans que je m'en rende compte, ils tissaient une toile narrative où j'étais la seule coupable. Coupable d'avoir échoué professionnellement. Coupable de négliger mon fiancé. Coupable d'être trop ambitieuse, trop intense, trop fatiguée. Et j'ai tout gobé. J'étais si épuisée, si accablée par la culpabilité, que leur version de l'histoire me semblait plausible. Je me sentais de plus en plus isolée dans ma bulle de stress,
presque reconnaissante qu'il soit là pour s'occuper de moi. Je les voyais souvent chuchoter ensemble, des regards graves échangés par-dessus ma tête quand je rentrais tard le soir. Je pensais qu'ils s'inquiétaient pour moi, qu'ils discutaient de la meilleure façon de m'aider. Quelle idiote j'ai été. Ils ne s'inquiétaient pas pour moi. Ils complotaient. Pendant que je me noyais, ils se tenaient sur la rive, non pas pour me lancer une bouée, mais pour s'assurer que ma tête reste bien sous l'eau. Ils me façonnaient en coupable, et j'étais trop épuisée pour le voir. Mais chaque mensonge a une date d'expiration. Et la leur était sur le point d'être révélée de la manière la plus explosive qui soit. La nuit avant le mariage est un moment suspendu dans le temps, une antichambre du bonheur. Un mélange d'excitation fébrile et de sérénité anticipée. Pour moi, cette nuit du 20 juillet 2024, s'est transformée en un abîme glacial, en une chute sans fin dans le vide. Nous étions tous logés dans un hôtel de luxe près du domaine, un mas provençal rénové avec un goût exquis. L'ambiance était à la fête. Les invités arrivaient par vagues, les rires fusaient des jardins, le champagne coulait à flots. J'essayais de me détendre, de laisser derrière moi le stress des dernières semaines. Le projet, Ciel d'Azur, était stabilisé, mais ma confiance en moi était en ruine. J'espérais que ce mariage serait un nouveau départ. Vers 23h, alors que je discutais avec mes cousines, Adélaïde a déboulé dans ma suite, le visage déformé par une panique théâtrale. Éléonore, c'est une catastrophe. Ma tablette ne se connecte plus au Wi-Fi. Mon discours pour demain est dessus, je ne l'ai nulle part ailleurs. Je vais avoir l'air d'une idiote. Adélaïde a toujours été un peu dramatique et notoirement maladroite avec la technologie. C'était une blague récurrente entre nous, une source de taquineries affectueuses. Toi et tes machines, soupirai-je en levant les yeux au ciel, mais avec un sourire. Donne-moi ça. J'ai pris la tablette, confiante. C'était sûrement un problème de mot de passe ou un simple redémarrage à faire. En tant qu'experte en système, c'était un jeu d'enfant pour moi, une distraction bienvenue. Je me suis assise sur le bord de mon lit, la somptueuse suite nuptiale tout autour de moi semblant soudainement trop silencieuse. Alors que je naviguais dans les paramètres réseau, l'écran s'est illuminé. Une notification a surgi en haut de l'écran. Une bannière de l'application de messagerie Telegram, celle qu'ils utilisaient car elle était plus sécurisée. Le nom de l'expéditeur a fait un bond dans ma poitrine, un coup sourd et douloureux. Mon roi. C'était le surnom qu'Adélaïde donnait à Augustin. Je le savais, elle me l'avait dit un jour en riant, disant que c'était leur petit délire ridicule. Mon premier réflexe a été d'ignorer. De respecter leur vie privée. Une fraction de seconde de loyauté instinctive. Mais l'aperçu du message était là, sous mes yeux, gravé au fer rouge dans ma rétine, impossible à effacer. Elle a vraiment cru que c'était sa faute pour le projet. Tellement naïve. Hâte d'être à demain pour que tout soit enfin à nous. Le monde s'est arrêté. Le bruit de la fête dans le couloir, le tic-tac de l'horloge, le battement de mon propre cœur, tout a disparu. Il ne restait que ces mots. Ces mots froids, cruels, calculateurs. Tellement naïves. Enfin à nous. Qu'est-ce que ça voulait dire? Une sueur glaciale a perlé sur mon front. Mes doigts, soudainement gourds et étrangers, ont tremblé au-dessus de l'écran. Je ne devrais pas. C'est mal. C'est une violation de sa confiance. Mais quelle confiance? La question a surgi, brutale. Je devais savoir. J'ai cliqué sur la notification. La conversation s'est ouverte. Et là, j'ai vu. Des semaines de messages. Des moqueries sur ma fatigue, sur mon obsession pour le travail. Des plans pour gérer mes crises d'angoisse. Et puis, la dernière chose envoyée par Augustin, juste avant le message que je venais de voir. Ce n'était pas un texte. C'était une courte vidéo. Mon doigt a appuyé sur play comme s'il ne m'appartenait plus, mu par une force terrible. L'image est apparue. C'était la suite d'Augustin, je reconnaissais la vue depuis son balcon. Ils étaient là. Lui et Adélaïde. En peignoir. Ils trinquaient avec des coupes de champagne. Ils riaient. Le son était clair, trop clair. La voix d'Adélaïde, ma meilleure amie, a résonné, mielleuse et triomphante,
à notre succès et à la future Madame Renaud, la vraie. Augustin a ri. Un rire que je ne lui avais jamais entendu. Un rire suffisant, cruel. Il a approché son visage du sien et l'a embrassé. Un baiser long, passionné, qui n'avait rien d'amical. Le choc a été si violent que j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Ce n'était pas une simple infidélité. C'était un complot. Ils avaient orchestré ma détresse. Ils avaient peut-être même saboté mon projet. Ils m'avaient manipulé, isolé, pour mieux me contrôler, pour mieux me détruire. La vidéo s'est terminée, mais l'image est restée gravée dans mon esprit, tournant en boucle. Je me suis précipitée dans la salle de bain, la tablette toujours serrée dans ma main, et j'ai vomi. Je n'ai pas vomi de la nourriture, j'ai vomi de la douleur, de la trahison, de la haine. La nausée était insupportable. Augustin m'avait trahi. C'était une douleur immense, comme une amputation à vif. Mais Adélaïde, la petite fille qui m'avait défendue dans la cour de récré, mon témoin, son sourire dans cette vidéo a brisé quelque chose en moi que je ne pourrai jamais réparer. Il m'avait volé mon futur. Elle venait de me voler mon passé. À ce moment-là, un calme glacial m'a envahi. La douleur était toujours là, un trou noir béant dans ma poitrine, mais la panique avait disparu. Il ne restait que le froid. Le froid de la certitude. Et une question a commencé à tourner en boucle dans mon esprit. Que faire? Si vous aviez été à ma place, cette nuit-là, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous tout annulé sur le champ? Auriez-vous confronté les traîtres? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous auriez choisi de faire, face à une telle trahison. Le reste de la nuit s'est déroulé dans un brouillard irréel, une dimension parallèle où le temps n'avait plus de prise. Quand je suis sortie de la salle de bain, le visage blême mais les yeux secs, le carrelage froid ayant calmé les tremblements de mon corps, Adélaïde était assise sur mon lit, feignant l'impatience. Alors, cette tablette? Tu as réussi? Je commençais à m'inquiéter. Sa voix, pleine d'une fausse sollicitude, était une insulte à l'intelligence, une insulte à 25 ans d'amitié. J'ai hoché la tête, lui ai tendu l'appareil en marmonnant une excuse technique bidon, une phrase qui n'avait aucun sens mais qui sonnait suffisamment compliquée pour être crédible. C'était juste un conflit d'adresse IP avec le routeur de l'hôtel. Elle n'y a vu que du feu. Oh, tu es génial. Tu me sauves la vie. Elle m'a remercié chaleureusement, m'a serré dans ses bras en me souhaitant une bonne nuit. Le contact de sa peau contre la mienne m'a donné la chair de poule, j'ai dû retenir un frisson de dégoût. J'avais l'impression de tenir un serpent dans mes bras. Dès qu'elle a fermé la porte, je me suis mise au travail. Les larmes viendraient plus tard. La tristesse, le deuil de mon amour et de mon amitié, tout ça pouvait attendre. Cette nuit-là, l'architecte en moi a pris le dessus sur la femme au cœur brisé. Mon esprit, habituellement occupé à concevoir des systèmes logistiques pour des gratte-ciel, s'est mis à construire le plan de la démolition la plus spectaculaire de ma vie. Je n'allais pas construire, j'allais déconstruire. Leur réputation, leur avenir, leur image publique. La première étape fut de sécuriser les preuves. C'était une question de procédure, comme la première phase de n'importe quel projet. J'ai utilisé une application de transfert de fichiers sans fil pour envoyer discrètement la vidéo et des captures d'écran des messages les plus accablants de la tablette d'Adélaïde vers mon cloud personnel, dans un dossier protégé par un cryptage de niveau militaire. C'était fait en moins de 5 minutes. L'arme était chargée, sécurisée et hors de leur portée. Ensuite, il fallait concevoir le système de livraison. Annuler le mariage en pleine nuit? Envoyer un simple message à nos familles? Trop simple. Trop privé. Leur crime avait été commis dans l'ombre, leur punition devait avoir lieu en pleine lumière. Ils m'avaient humilié en secret, je les exposerais en public. L'idée m'est venue comme une évidence, une solution d'ingénierie parfaite à un problème humain complexe. Mon ordinateur portable était ma planche à dessin. J'ai ouvert le logiciel de présentation que j'utilisais pour mes plus gros clients, celui avec lequel je pouvais vendre des projets à plusieurs millions d'euros. Je n'allais pas faire une scène. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas pleurer. J'allais faire ce que je fais de mieux, une présentation. Claire, factuelle, implacable.
Une démonstration logique de leur trahison. Le titre s'est imposé à moi, Froid et Corporate, Alliance Lambert-Renault, audit de viabilité et révélation des risques cachés. Le plan de la présentation était simple et dévastateur, construit comme un argumentaire commercial qui mène à une conclusion inéluctable. Diapositive 1, le titre, avec nos 2 logos d'entreprise. Professionnel. Inattaquable. Diapositive 2 à 5, un montage de photos de nous. Notre histoire, nos fiançailles, nos sourires. La façade parfaite, le « business case » de notre bonheur. Diapositive 6, un titre sec, Incident critique, projet, Ciel d'Azur, juin 2024. Je détaillerai brièvement la catastrophe professionnelle, en utilisant les termes techniques précis, soulignant l'anomalie de la panne. Diapositive 7 à 10, analyse des communications internes. C'est là que les captures d'écran des messages de Telegram apparaîtraient. Leurs mots, noir sur blanc, se moquant de ma naïveté, planifiant leur avenir, enfin à eux. Chaque message serait horodaté, contextualisé. Diapositive 11, le clou du spectacle. Un écran noir avec un seul mot au centre, conclusion vidéo. Et c'est là que la vidéo de leur baiser, de leur toast à la vraie Madame Renault, se lancerait. Je travaillais avec une concentration frénétique, une précision chirurgicale. Chaque transition, chaque police de caractère était choisie pour maximiser l'impact. C'était mon chef-d'œuvre de destruction. Alors que l'aube commençait à poindre sur Aix-en-Provence, j'ai sauvegardé la présentation finale sur 2 clés USB identiques, 2 petites capsules de poison numérique. Le plan était simple, en arrivant au domaine, je trouverais le technicien vidéo, un jeune homme sûrement un peu dépassé par l'ampleur de l'événement. Je lui donnerais une des clés, lui expliquant avec mon plus beau sourire de futur marié que c'était une « surprise romantique » pour Augustin, un petit montage que j'avais préparé, à lancer précisément au moment de mes vœux. L'autre clé resterait dans ma pochette, en guise de sauvegarde. La redondance est la base de tout système fiable. Au milieu de cette fureur créatrice, un moment de faiblesse m'a saisi. En cherchant une photo pour la présentation, je suis tombé sur un vieux dossier. À l'intérieur, une image de nous, Adélaïde et moi, à l'âge de 10 ans. Nous portions des robes d'été assorties, nous nous tenions par la main, le visage barbouillé de glace à la fraise, riant aux éclats. La petite fille sur cette photo ne méritait pas ça. Mon cœur s'est serré si fort que j'ai cru suffoquer. Les larmes, que j'avais retenues toute la nuit, ont finalement coulé, silencieuses et brûlantes. J'ai fixé l'écran, le curseur clignotant sur l'icône « Supprimer ». Je pouvais tout arrêter. Appeler mes parents. Annuler. Disparaître et les laisser à leur petite victoire sordide. Mais la voix d'Adélaïde est revenue me hanter, telle qu'elle était dans la vidéo. À la future Madame Renault, la vraie. Ce n'était pas seulement de la trahison, c'était du mépris. C'était la jubilation de m'avoir eu, de m'avoir manipulé. La petite fille sur la photo était partie depuis longtemps, assassinée par celle qu'elle considérait comme sa sœur. J'ai fermé le dossier photo. J'ai essuyé mes larmes avec le dos de ma main. La décision était prise, irrévocable. Ce n'est pas une vengeance, me suis-je dit à voix basse, comme un mantra pour me convaincre. C'est un audit. C'est la présentation de la vérité. Mon chagrin s'était transformé en une résolution d'acier. Le plan était prêt. Le système était armé. Il ne restait plus qu'à attendre l'heure de l'exécution. Le matin du 21 juillet s'est levé sur un ciel provençal d'une pureté insolente, presque insultante. Le soleil inondait le paysage de lumière dorée, les cigales commençaient leur chant assourdissant, et l'air embaumait le thym et la lavande. Un décor de carte postale pour un cauchemar. C'était le jour de mon mariage. Le jour de leur jugement. J'ai dormi à peine 1 heure, d'un sommeil lourd et sans rêve. Mais en me réveillant, je me sentais étrangement calme, comme le centre d'un cyclone. C'était la sérénité du condamné qui a accepté son sort, ou plutôt, de celui qui s'apprête à devenir le bourreau. J'ai pris une longue douche, laissant l'eau glacée aiguiser mes sens, laver les dernières traces de larmes. J'ai commandé un petit déjeuner copieux au service d'étage, œufs brouillés, saumon, avocat, jus de fruits frais. J'ai tout mangé avec un appétit qui m'a moi-même surprise. Mon corps savait qu'il avait besoin de force pour la bataille à venir.
Chaque bouchée était un acte de défi. Adélaïde a toqué à ma porte vers 9 heures, un grand sourire aux lèvres, suivi de l'escadron des coiffeurs et des maquilleurs. Le ballet des préparatifs a commencé, une farce macabre dont j'étais l'actrice principale. « Tu as l'air fatiguée, ma chérie », m'a-t-elle dit en me tendant une coupe de champagne. « C'est le stress. Ne t'inquiète pas, on va faire de toi une déesse. Ça en vaut la peine, tu vas voir. Tu vas être la plus belle des mariées. » J'ai pris la coupe, nos doigts se sont frôlés. Son contact était froid. J'ai souri. Un sourire vide, un masque parfait que j'avais répété devant le miroir. « Grâce à toi, je le serai », ai-je répondu, ma voix douce comme du miel empoisonné. Pendant que l'on me transformait en une vision de perfection nuptiale, mon téléphone a vibré sur la coiffeuse. C'était un message d'Augustin. « Je n'en peux plus d'attendre de te voir dans ta robe, mon amour. Chaque minute est une torture. Aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie. » Mon estomac s'est noué, mais mes doigts ont tapé une réponse sans trembler. Moi non plus. Ce sera une journée que personne n'oubliera jamais. Il a répondu avec une série d'émojis en forme de cœur et de baisers. Chaque notification était une piqûre de rappel, un encouragement à ne pas flancher, à aller jusqu'au bout. Les heures suivantes ont été un exercice de maîtrise de soi surhumain, une performance digne d'un Oscar. J'ai ri aux blagues des coiffeurs, j'ai remercié pour les compliments, j'ai discuté de la météo. J'ai joué mon rôle à la perfection. Quand Adélaïde m'a aidé à enfiler ma robe, une magnifique création de soie et de dentelle qui avait coûté une petite fortune, elle a eu les larmes aux yeux. « Tu es sublime, Éléonore. Absolument sublime. » Elle a ajusté délicatement mon voile, ses doigts s'attardant sur mes cheveux. « Tu mérites tout ce bonheur », a-t-elle murmuré, sa voix chargée d'une fausse émotion. Le venin de son hypocrisie était si puissant que j'ai presque eu un haut-le-cœur. J'ai dû me concentrer sur ma respiration, sur le poids de la clé USB dans la petite pochette cachée sous ma robe, pour ne pas la repousser. En me regardant dans le grand miroir de la suite, je ne me reconnaissais pas. Je voyais une étrangère, une actrice dans le rôle de sa vie. La mariée radieuse. Mais derrière ses yeux, je pouvais voir la lueur froide de la stratège, la détermination implacable de l'architecte qui s'apprête à appuyer sur le bouton de démolition. Lorsque mon père est entré dans la pièce pour m'accompagner à l'hôtel, son visage s'est illuminé d'une fierté émue. « Ma fille, tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Ces mots, si sincères, si purs, ont été la seule chose qui a failli briser ma carapace. J'ai enfoui mon visage contre son épaule pendant un instant, me ressourçant de son amour inconditionnel, le seul qui me paraissait encore réel. C'était pour des gens comme lui, pour l'intégrité de notre nom de famille qu'ils avaient sali, que je devais faire ça. En arrivant au domaine, j'ai aperçu le jeune technicien vidéo près de la régie. Je me suis excusée auprès de mon père pour une seconde. J'ai marché vers lui, mon plus beau sourire aux lèvres. « Bonjour, je suis Éléonore. J'ai une petite surprise pour Augustin. Une vidéo a passé au moment de mes vœux. Tenez. » Je lui ai tendu la clé USB. Il l'a prise, un peu intimidé. « Pas de problème, madame. Je la lance dès que vous aurez le micro. » Mission accomplie. Le piège était en place. En marchant à son bras dans l'allée ensoleillée du domaine, la musique s'élevant doucement, tous les visages se sont tournés vers moi. Je voyais les sourires, l'émotion dans les yeux de nos invités. Je ne regardais pas Augustin. Je regardais les gens, nos familles, nos amis, et je ressentais une profonde tristesse à l'idée de transformer leur joie en un spectacle sordide. Mais mon regard était attiré, comme un aimant, vers l'autel. Augustin était là, resplendissant dans son costume, le sourire triomphant. Et à côté de lui, ma meilleure amie, Adélaïde, me regardait avec une fausse tendresse. Il me regardait avancer vers mon propre piège, sans se douter que c'était moi qui tenais le détonateur. Le temps semblait se dilater, chaque pas sur l'allée recouverte de pétales blancs durant une éternité. Le son de l'orchestre à cordes, qui jouait une pièce de Bach que j'avais moi-même choisie, me parvenait comme un écho lointain. Mon esprit était un sanctuaire de calme glacial au milieu d'une mer d'émotions. Je n'étais plus une future mariée. J'étais un soldat marchant vers le front. Le sourire d'Augustin s'est élargi à mesure que j'approchais.
Il avait ce regard de propriétaire, l'air de celui qui contemple son acquisition la plus précieuse. Mon père, les yeux brillants de larmes, a déposé un baiser sur ma joue, a serré la main de son futur gendre avec une chaleur qui me tordait le cœur, et a placé ma main dans la sienne. Le contact de la peau d'Augustin était chaud, mais il m'a paru étranger, glacial, comme si je touchais une statue de cire. Le prêtre, un ami de la famille Renaud au sourire affable, a commencé la cérémonie avec des mots chaleureux sur l'amour, la confiance et le partenariat. Chaque mot était une lame de rasoir sur ma peau. La confiance. Le mot résonnait comme une blague macabre dans le silence respectueux de l'assemblée. Je fixais un point au loin, au-dessus des vignobles, récitant mentalement les étapes de mon plan. Ne pas flancher. Rester calme. Exécuter. Augustin s'est penché pour me murmurer à l'oreille, son souffle sentant le champagne, « Tu es encore plus belle que dans mes rêves. » J'ai tourné la tête et lui ai offert un sourire. Un dernier sourire pour l'homme que j'avais cru connaître, pour le fantôme de l'amour que j'avais ressenti. C'était un sourire de deuil. La cérémonie a suivi son cours immuable. Les lectures, les chants, les prières. Puis est venu le moment des vœux, le cœur de la cérémonie, le moment de la promesse sacrée. Le prêtre s'est tourné vers Augustin, qui a sorti un petit papier de sa poche avec un air faussement modeste. Il a lu des promesses grandiloquentes, des phrases qu'il avait dû trouver sur Internet, parlant de loyauté éternelle, de soutien indéfectible dans la maladie comme dans la santé, de chérir chaque moment. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Certains invités, dont ma mère et la sienne, ont sorti leurs mouchoirs, émus par cette démonstration d'amour. J'ai regardé Adélaïde. Elle buvait ses paroles, les yeux brillants d'une admiration qui me donnait la nausée. Puis, tous les regards se sont tournés vers moi. Le prêtre, avec un sourire bienveillant, m'a tendu le micro. « Éléonore, à votre tour, nous vous écoutons. » C'était le moment. Le point de non-retour. La détonation. J'ai pris le micro. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur battait à un rythme puissant et régulier, comme un métronome réglé sur la destruction. J'ai regardé Augustin dans les yeux. J'ai regardé Adélaïde, qui me souriait, m'encourageant du regard. Puis, je me suis tournée vers nos invités. J'ai balayé l'assemblée du regard, croisant les yeux de nos parents, de nos amis, de nos partenaires commerciaux. Je leur devais la vérité. Avant de prononcer mes vœux, ma voix a résonné dans le silence, claire et forte, sans la moindre trace d'émotion, comme si j'ouvrais une réunion de chantier. J'ai une courte présentation à vous partager. Un audit final de notre projet commun. Un murmure de confusion a parcouru l'assemblée. Qu'est-ce que ça voulait dire? Était-ce une blague, une excentricité de ma part? Augustin a froncé les sourcils, son sourire a vacillé, remplacé par une expression d'incompréhension. Adélaïde m'a jeté un regard interrogateur, une lueur d'inquiétude commençant à poindre dans ses yeux. J'ai ignoré leur réaction. Mon regard s'est tourné vers le fond de l'allée, où se tenait le technicien vidéo. Je lui ai fait un signe de tête discret, celui que nous avions convenu. Le signal. L'immense écran blanc, installé derrière l'autel pour diffuser des photos de nous pendant la soirée, s'est allumé. Au lieu d'une photo romantique, le titre de ma présentation est apparu en lettres capitales, projeté en haute définition pour que personne ne puisse le manquer, Alliance Lambert-Renault, audit de viabilité et révélation des risques cachés. Le silence est devenu pesant, électrique. On aurait pu entendre une épingle tomber. Le visage d'Augustin a perdu toute couleur. Adélaïde a porté la main à sa bouche, ses yeux écarquillés par l'incompréhension, puis par une horreur naissante. Le piège venait de se refermer. Ma dernière phrase a suspendu le temps pendant une seconde. Puis, le chaos a éclaté. Ce n'était pas un chaos bruyant au début, mais une onde de choc silencieuse qui parcourait l'assemblée. J'ai vu les visages passer de l'incompréhension à la curiosité, puis à la stupeur la plus totale. C'était comme si la structure entière du domaine, si élégante et ordonnée, s'effondrait au ralenti dans un fracas assourdissant de cris, de chuchotements horrifiés et de mouvements de panique. J'ai commencé à parler, ma voix toujours aussi calme, comme si je présentais un bilan trimestriel à mon conseil d'administration. La première diapositive, nos logos entrelacés, est apparue,
puis les photos de notre bonheur factice. Je commentais chaque image d'une voix neutre, phase 1, fiançailles et planification. Budget respecté, image publique positive. Puis, le titre sur l'incident critique. Les captures d'écran des messages ont défilé, projetant leur trahison, leur moquerie, leur complot sur cet écran immaculé. Les murmures se sont transformés en exclamations de stupeur. J'ai entendu ma mère étouffer un sanglot. Le père d'Augustin, un homme habituellement 6 mètres de lui, était rouge de fureur et d'humiliation, son regard passant de l'écran à son fils avec une incrédulité meurtrière. Enfin, l'écran est devenu noir, avec le mot « conclusion vidéo ». Et la vidéo s'est lancée. Le son de leur rire, de la voix triomphante d'Adélaïde, a rempli l'air pur de la Provence. À la future Madame Renaud, la vraie. Le baiser. La fin. Augustin, sortant de sa stupeur, a tenté de s'emparer du micro. Éléonore, attends. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est une blague. On peut t'expliquer. Sa voix était stridente, désespérée. Mais ses mots se sont perdus dans le brouhaha. Les invités se levaient, certains se précipitant vers la sortie comme pour fuir une catastrophe naturelle, d'autres restant figés sur place, les yeux rivés sur l'écran où la vidéo tournait maintenant en boucle, tel un gif macabre, le technicien ayant apparemment paniqué. Mon père s'est précipité vers moi, le visage blême mais les yeux pleins d'une fureur protectrice. Il m'a entouré de ses bras. On s'en va, ma chérie. Tout de suite. Ma mère, en larmes, nous a rejoints. De l'autre côté de l'allée, la famille Renaud était en pleine implosion. Henri Renaud hurlait sur son fils, le visage congestionné par la rage. Comment as-tu pu nous humilier de la sorte? Ruiner notre nom? Mais la scène la plus pathétique venait d'Adélaïde. Elle s'était effondrée à genoux, sa robe de demoiselle d'honneur de créateur traînant dans la poussière. Elle sanglotait de manière incontrôlable, le visage caché dans ses mains. Ses parents ont essayé de la relever, mais elle les a repoussés. C'est alors que son père, un homme que j'avais toujours respecté, a fait quelque chose d'inattendu. Il s'est avancé vers moi, barrant notre chemin vers la sortie, son visage implorant. « Éléonore, s'il vous plaît, a-t-il supplié, ne faites pas ça. Il y a une explication, je suis sûre. » C'est à ce moment-là qu'Adélaïde a relevé la tête. Son visage était un masque de larmes et de maquillage ruiné. La panique avait fait place à une rage hystérique, la rage du coupable démasqué. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi. « C'est de sa faute », a-t-elle hurlé, sa voix se brisant. « Tout est toujours de sa faute. » Son cri a attiré l'attention de ceux qui restaient. Le silence est retombé, lourd de curiosité malsaine. « Pourquoi est-ce que tu as toujours tout eu si facilement, Éléonore » a-t-elle continué, se relevant péniblement, chancelante. La carrière parfaite, la famille parfaite, l'admiration de tous. Tu ne l'as même jamais vraiment regardé. Tu étais trop occupé avec tes plans et tes systèmes, à prouver que tu étais la meilleure. Augustin méritait quelqu'un qui l'admire vraiment, quelqu'un qui le place sur un piédestal, pas quelqu'un qui essaie toujours de prouver qu'elle est plus intelligente que lui. Sa confession publique, née du désespoir, était plus révélatrice que n'importe quelle vidéo. Ce n'était pas une erreur, pas une faiblesse passagère. C'était le fruit d'années de jalousie rentrée, d'un sentiment d'infériorité qui avait rongé notre amitié de l'intérieur comme un cancer. Elle ne voulait pas seulement de mon fiancé. Elle voulait ma vie. Elle voulait me détruire pour prendre ma place. L'entendre avouer cela, devant tout le monde, n'a pas ravivé ma colère. Étrangement, j'ai ressenti une bouffée de pitié. Quelle vie triste et vide il fallait avoir pour convoiter celle d'un autre à ce point, pour croire que le bonheur se vole au lieu de se construire. J'ai regardé son père, dont le visage s'était décomposé en entendant les paroles de sa propre fille. « Je crois que vous avez votre explication », ai-je dit calmement. Je n'ai pas attendu de réponse. Flanqué de mes parents, je me suis retournée. J'ai commencé à marcher. J'ai traversé l'allée, la même que j'avais empruntée 1 heure plus tôt en tant que mariée radieuse. Maintenant, je la quittais en tant que femme libre, laissant derrière moi le chaos. J'ai enlevé les épingles de mes cheveux d'un geste sec, laissant ma coiffure sophistiquée se défaire et tomber sur mes épaules. J'ai marché la tête haute, sans un regard en arrière,
laissant derrière moi les ruines de leurs mensonges, le chaos de leur vérité exposée. Le son de leurs cris et de leurs disputes s'est estompé alors que je m'éloignais, remplacé par le chant ironique des cigales, indifférentes au drame humain qui venait de se jouer. Mon projet de mariage était annulé. Mon projet de reconstruction, lui, ne faisait que commencer. Le scandale de ce qui fut rapidement surnommé « le mariage de l'audit » s'est répandu comme une traînée de poudre dans le petit monde des affaires du sud de la France. Ce n'était plus une affaire privée, c'était devenu une légende, une histoire que l'on se racontait à voix basse dans les dîners d'affaires et les clubs de golf, chaque narrateur y ajoutant sa propre touche dramatique. Ma présentation était sur toutes les lèvres. Certains me qualifiaient de folle, d'hystérique, de femme vengeresse et sans cœur. Mais beaucoup, surtout dans le monde des affaires où la trahison est une crainte constante, parlaient de mon geste avec une sorte d'admiration craintive. J'étais devenue la femme qui ne pardonne pas, une réputation à double tranchant. Les conséquences pour les familles Renault et Giroud ont été rapides et brutales, bien au-delà de la simple humiliation sociale. Renault Immobilier, dont l'image de marque reposait sur la confiance, la discrétion et l'exclusivité, a subi une crise de réputation sans précédent. Plusieurs contrats majeurs, notamment un avec un fonds d'investissement suisse, ont été suspendus, les partenaires ne voulant pas être associés à un tel scandale de mœurs et de manque de jugement. Pour sauver ce qui pouvait l'être, le conseil d'administration a forcé Henri Renault à prendre une décision radicale, Augustin a été licencié de son poste de directeur du développement. Il a été sacrifié sur l'autel de la réputation de l'entreprise, devenant le paria de sa propre famille. Adélaïde a subi un sort encore pire. Devenue une paria sociale à Aix-en-Provence, elle a perdu son emploi dans une agence de communication de luxe, son nom étant devenu synonyme de trahison et d'humiliation publique. Personne ne voulait employer une femme capable de poignarder sa meilleure amie dans le dos de manière si spectaculaire. Aux dernières nouvelles, elle avait quitté la ville, partie se faire oublier ailleurs, emportant avec elle les débris de sa réputation. Quant à moi, je ne pouvais plus rester à Aix. Trop de souvenirs, trop de fantômes. Chaque rue, chaque café me rappelait ce que j'avais perdu, ce que j'avais détruit. J'avais besoin d'air, d'un nouveau départ, d'un endroit où mon nom n'était pas associé à un mariage raté et une vengeance implacable. 2 semaines après les événements, j'ai démissionné de mon poste chez Lambert Construction, malgré les protestations de mon père qui voulait que je prenne la relève. J'ai fait mes valises, laissant derrière moi ma vie d'avant. J'ai mis le cap sur le nord-est, sur Strasbourg. Une ville que je connaissais à peine, assez loin pour que les échos du scandale ne m'atteignent pas. J'y ai accepté un poste de consultante senior dans une grande entreprise allemande, un défi professionnel qui allait m'occuper l'esprit et m'offrir l'anonymat dont j'avais désespérément besoin. Les premiers mois à Strasbourg ont été d'une solitude écrasante, un hiver de l'âme qui semblait ne jamais finir. Le jour, je me noyais dans le travail, concevant des systèmes complexes avec une ferveur nouvelle, presque maniaque. Mon cerveau était mon refuge, un endroit où la logique régnait et où les émotions n'avaient pas leur place. Mais la nuit, quand le silence de mon grand appartement alsacien se faisait, les démons revenaient. Je revivais la scène en boucle, la vidéo, les visages décomposés. Je faisais des cauchemars où je tombais sans fin. J'avais des crises de panique à l'idée de faire confiance à qui que ce soit. Chaque nouvelle rencontre était passée au crible de la suspicion. Un compliment me semblait être une manipulation. Un geste amical, une manœuvre calculée. La trahison de ceux que j'aimais le plus avait empoisonné ma perception du monde. J'ai compris que je ne pouvais pas m'en sortir seule. Reconstruire une carrière était une chose, mais reconstruire une âme en était une autre. Sur les conseils de ma mère, j'ai poussé la porte d'un cabinet de psychothérapie. Ce fut l'une des décisions les plus difficiles et les plus importantes de ma vie. Semaine après semaine, dans le cocon feutré de ce cabinet, j'ai appris à déballer ma douleur, ma colère, mais aussi ma propre culpabilité, celle de ne pas avoir vu les signes, d'avoir été si naïve. Ma thérapeute, une femme douce et incroyablement perspicace, m'a aidé à comprendre que leur trahison ne définissait pas ma valeur, mais la leur. Elle m'a appris à refaire confiance, en commençant par la personne la plus importante, moi-même. Reconstruire la confiance en soi, m'a-t-elle dit un jour, est un chantier bien plus complexe que celui d'une cathédrale. Cela demande du temps, des matériaux de qualité, et la volonté de croire que la structure peut à nouveau tenir debout.
Lentement, brique par brique, j'ai commencé à rebâtir ma vie sur de nouvelles fondations. Des fondations qui n'étaient pas basées sur une alliance commerciale ou l'approbation des autres, mais sur ma propre résilience, mon propre jugement. J'ai découvert une ville magnifique, je me suis fait quelques amis prudemment choisis. Je réapprenais à vivre, non plus selon un plan préétabli, mais en naviguant au jour le jour, avec une force que je ne me connaissais pas. J'étais loin d'être guéri, mais pour la première fois depuis des mois, je recommençais à dessiner les plans de mon propre avenir, un avenir où j'étais la seule architecte. La vie, comme l'architecture, est pleine de surprises. Parfois, les plus belles structures naissent sur les ruines d'un projet abandonné, tirant leur force de la solidité inattendue des anciennes fondations. 1 an après mon arrivée à Strasbourg, je me sentais transformée. La douleur n'avait pas complètement disparu, mais elle n'était plus une plaie à vif qui dictait chacun de mes mouvements. C'était une cicatrice, un rappel de la bataille que j'avais menée et gagnée, une partie de mon histoire, mais plus toute mon histoire. Je m'étais investie corps et âme dans mon travail, et ma réputation de consultante efficace et innovante commençait à me précéder, me définissant par mes compétences et non par mon passé. C'est dans ce contexte que j'ai assisté à une conférence sur l'architecture durable et les bâtiments écologiques à Fribourg, en Allemagne, juste de l'autre côté de la frontière. Un domaine qui me passionnait, loin des projets ostentatoires du monde de Renault Immobilier. Après ma présentation, un homme s'est approché de moi. Il était grand, avec des cheveux bruns en bataille et un sourire franc qui illuminait des yeux d'un bleu profond, un bleu qui rappelait celui du ciel d'été. Votre analyse sur l'optimisation des flux de matériaux était brillante, m'a-t-il dit avec un léger accent charmant. C'est rare d'entendre quelqu'un parler de logistique avec autant de passion. Son nom était Gaspard Chevalier. Il était architecte paysagiste, spécialisé dans la création de jardins et d'espaces verts pour les projets urbains. Il y avait quelque chose de calme et de terrien en lui, une authenticité qui contrastait violemment avec l'ambition polie et calculatrice d'Augustin. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, de travail, de design, de notre amour commun pour les lignes pures, les matériaux naturels, et l'importance de créer des espaces qui respirent. Plus tard dans la soirée, lors du cocktail, il m'a avoué timidement, presque à contre-cœur, « Je dois vous avouer quelque chose. J'ai entendu parler de vous. L'histoire a fait le tour des cercles d'architectes, même jusqu'ici. Je voulais juste vous dire que je trouve que ce que vous avez fait demandait un courage incroyable. » Je me suis immédiatement raidi, préparant mes défenses, m'attendant à de la pitié ou à une curiosité malsaine. Mais il n'y avait rien de tout ça dans son regard. Seulement un respect sincère et une sorte de compréhension. Cette honnêteté m'a désarmé. Pour la première fois, quelqu'un voyait au-delà du scandale et voyait la femme, la professionnelle, la personne. Nous avons commencé à nous voir. D'abord pour des cafés professionnels, qui se sont rapidement transformés en dîners, puis en longues promenades le long de l'île. J'étais sur mes gardes. Mon cœur était une forteresse que j'avais mis 1 an à construire, et je n'avais aucune intention de baisser le pont-levis. Je l'ai testé, consciemment et inconsciemment. Je parlais ouvertement de ma thérapie, de mes problèmes de confiance, de mes moments de doute. Je m'attendais à ce qu'ils prennent peur, qu'ils s'en aillent, effrayés par ce bagage émotionnel. Mais Gaspard était patient. Il n'a jamais essayé de forcer les choses, de minimiser ce que j'avais vécu. Il ne m'a pas fait de grandes déclarations. Il m'a conquise par de petites choses, des preuves tangibles de son attention. Il m'écoutait vraiment, se souvenant de détails insignifiants que je lui avais racontés sur mon enfance ou mes goûts. Quand je lui ai dit que j'avais du mal avec les foules depuis les événements, il a organisé un pique-nique dans un coin reculé des Vosges au lieu de m'inviter dans un restaurant bondé. Il respectait mes frontières, comprenait mes silences. Il n'essayait pas de réparer mes blessures. Il les acceptait comme une partie de mon histoire, les fondations sur lesquelles j'étais en train de me reconstruire. Un soir d'automne, alors que nous marchions dans le quartier de la Petite France, les lumières des maisons à colombage se reflétant dans les canaux, je me suis arrêtée. J'ai peur, Gaspard, ai-je avoué, ma voix à peine un murmure. J'ai peur de faire confiance à nouveau. J'ai peur que tout s'effondre encore. Il s'est arrêté à son tour, s'est tourné vers moi et a pris mes mains dans les siennes. Ses mains étaient chaudes, rassurantes. Je le sais, a-t-il dit doucement. Alors ne me fais pas confiance. Fais-toi confiance à toi.
Fais confiance à ton jugement, à ton instinct. Il t'a déjà montré la vérité une fois, il ne te trahira pas. Ton instinct est la seule chose qui compte. Je serai juste là, et tu prendras tout le temps qu'il te faudra pour décider si je suis digne d'entrer dans les plans de ta nouvelle vie. Cette phrase a été la clé. Il ne me demandait pas de lui donner aveuglément mon cœur. Il me rendait mon pouvoir, le pouvoir de choisir, de décider. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai baissé la garde. J'ai compris que la véritable force n'était pas de construire des murs infranchissables, mais d'avoir le courage d'installer une porte, et de choisir judicieusement à qui on en donne la clé. 1 an plus tard, au même endroit, au bord de l'eau, avec la majestueuse cathédrale de Strasbourg en toile de fond, il a posé un genou à terre. Ma réponse a été un « oui », calme et serein. Un « oui » qui ne venait pas d'un plan de carrière, mais du plus profond de mon cœur reconstruit. Notre mariage a eu lieu 6 mois plus tard, au début du printemps. C'était tout le contraire de ce que j'avais prévu avec Augustin. Pas de domaine viticole grandiose noyé sous le soleil de Provence, pas de 250 invités triés sur le volet. Juste une cérémonie civile intime à la mairie de Strasbourg, suivie d'un déjeuner dans une Winstub, un petit restaurant traditionnel alsacien, avec nos parents, nos frères et sœurs, et une poignée d'amis proches, ceux qui avaient été là pendant ma reconstruction silencieuse. C'était simple, sincère, et rempli d'un amour tranquille et évident qui n'avait pas besoin de faste pour exister. Il n'y avait pas de présentation PowerPoint. Seulement des vœux écrits à la main, lus d'une voix un peu tremblante, et des promesses qui n'avaient pas besoin d'être auditées car elles se lisaient dans nos yeux. Quelques semaines avant notre mariage, alors que je finalisais les détails avec Gaspard, j'ai appris une nouvelle par le biais d'une ancienne connaissance d'ex qui m'avait contacté sur LinkedIn. Augustin et Adélaïde s'étaient mariés. Une cérémonie discrète, presque secrète, dans un petit village du Luberon où personne ne les connaissait. Ils avaient eu ce qu'ils voulaient, ils étaient ensemble, unis par les liens du mariage, et probablement par ceux de leur culpabilité partagée. En apprenant la nouvelle, j'ai fait une pause. J'ai sondé mon cœur, cherchant une trace de colère, de jalousie ou même de satisfaction mauvaise. Je n'ai rien trouvé. Absolument rien. C'était un silence total, une indifférence paisible, comme si on me parlait de vagues connaissances dont j'avais oublié le visage. Leur histoire ne m'appartenait plus. Ils n'étaient plus les méchants de mon récit, mais simplement les personnages d'un livre que j'avais refermé depuis longtemps. Ils étaient devenus une note de bas de page sans importance dans la grande architecture de ma nouvelle vie. Leur trahison, qui aurait dû me détruire, qui a failli me détruire, a finalement été le catalyseur de ma libération. Elle m'a forcé à démolir une vie construite sur des fondations instables d'attentes sociales, de pression familiale et de faux-semblants. Elle m'a obligé à tout raser pour reconstruire quelque chose de plus vrai, de plus solide, quelque chose qui m'appartenait entièrement. Ils avaient tenté de saboter le projet de ma vie, sans comprendre que parfois, c'est d'un effondrement que naît l'opportunité de construire un édifice bien plus beau, plus résistant et qui nous ressemble vraiment. La vengeance la plus douce, j'en suis convaincue aujourd'hui, n'est pas de voir s'effondrer ceux qui nous ont fait du mal. C'est de construire son propre bonheur avec une telle solidité, une telle authenticité, que leur existence même devient insignifiante. Leur punition n'a pas été ma présentation publique. Leur punition, c'est de devoir vivre chaque jour l'un avec l'autre, en se rappelant constamment la trahison sur laquelle leur relation est bâtie. Ils se sont détruits eux-mêmes avec leurs mensonges. Moi, j'ai construit ma vie sur la vérité, ma vérité. Ils sont restés piégés dans les décombres de leurs actions. Moi, j'ai utilisé les ruines pour bâtir une cathédrale. La fondation la plus importante, la seule qui soit vraiment éternelle, ne se trouve ni dans un contrat de mariage, ni dans une alliance commerciale, ni même dans le regard d'un autre. Elle est en nous. C'est l'estime de soi, le respect de ses propres valeurs, la capacité à se relever après la chute et à redessiner ses propres plans. C'est la véritable architecture du bonheur. Si mon histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et surtout, si vous aussi, vous avez vécu une trahison, un effondrement, et que vous avez réussi à vous reconstruire, plus fort ou plus forte qu'avant, partagez un morceau de votre expérience dans les commentaires. Votre histoire, vos mots, pourraient être la première pierre que quelqu'un d'autre a besoin de poser pour commencer à rebâtir sa propre vie. Votre courage pourrait inspirer le leur.
Merci de m'avoir écouté.